Clara, Jacques et Starker finissent l'après-midi au bord de la piscine où la joie et la gaieté sont invitées. La soirée se termine par un dîner pris dans le jardin de la résidence. La nuit venue, Jacques est fatigué et gagne l'appartement de Starker pour s'y coucher. Mais Starker et Clara restent dehors. Ils ne se sont pas vus depuis des mois. « Tu repars demain, Starker ?»« Oui, mais nous ne serons pas loin. Nous devons, comme convenu, retrouver Marcinus en Davy. » Jacques doit donner sa réponse à la proposition qui lui a été faite. Quelle sera sa décision, à ton avis? Je ne sais pas. Il n'a rien laissé paraître depuis 2 jours. Aimerais-tu qu'il prenne la place du grand dictateur? S'il la prend, le peuple prendra courage et peut-être, en canalisant nos énergies, nous vaincrons les Goloks. Ce serait une bonne chose, mais en le suivant, je serai loin de toi et devrais accepter de l'avoir pour chef. S'il refuse, je pourrai continuer à commander le conquérant, et Jacques devra me suivre. Mais l'Unis ne supportera pas cet abandon. En fait, j'aimerais n'avoir jamais rencontré Jacques. J'aurai la paix. Je me poserai moins de questions, surtout lorsqu'il me parle de ces histoires de graines d'étoiles. Es-tu prêt à le suivre? Je te sens bien hésitant. Clara, je t'aime. Je prie de tout mon cœur pour rester avec toi. Je suis prêt aujourd'hui à faire beaucoup de concessions, même renoncer à mon métier pour passer le reste de ma vie auprès de toi. Tu ne peux abandonner Jacques, il faut que tu partes. Nous devons nous quitter, Starker. Mais je t'aime trop. Je suis parti trop loin, trop longtemps. Je ne veux plus te quitter. Le silence s'installe entre eux, un court instant. Les yeux profonds et brillants de Clara inondent Starker. Elle approche ses lèvres vers lui. Ses bras l'enlacent doucement. Starker se recule légèrement et lui dit « Tu ne devrais pas faire cela. Tu sais bien que je porte en moi une maladie trop dangereuse. »« Es-tu prêt à me quitter maintenant ?»« Ce que je t'ai dit, je ne reviendrai pas dessus. » Alors, dans cet instant, Clara, pour l'amour de son peuple, de Jacques et de sa sœur, décide d'emmener Starker au plus profond de ses sentiments et de son corps. Pénétrant dans son appartement, elle entraîne sans tarder son amant dans le gouffre de ses entrailles. Starker la suit sans plus réfléchir. Dans ces instants, Clara fait oublier à Starker sa terrible maladie, consciente du terrible germe qui s'installe en elle. Jacques ne dort pas. Il a entendu dans le couloir Clara et Starker rentrer dans le logement voisin. Starker se relie à Clara et lui donne son amour. Jacques sait que ses amis sont ensemble. Il sait que c'est une graine de mort qui s'installe peut-être. Il se dit « Pourquoi Starker est-il encore à hésiter? Sa faiblesse pousse Clara aux extrêmes. Il n'est pas encore assez fort. Il ne peut comprendre que par l'expérience. Son corps étant encore trop instinctif, n'ayant pas déjà subi la morsure de la douleur. » Un cri intense déchire le cœur de Jacques. C'est l'âme de Clara qui souffre et qui se donne pour l'avenir de son amant. Alors Jacques se remémore tout son passé, revoit Aqualus, Cléonis, Gaélide, puis les Lunis l'appelant, et enfin tous les enfants souffrant de leurs terribles blessures qui ont marqué Jacques pour la vie. Alors, pour tous ses amis, pour que plus jamais un enfant ne soit mutilé par la guerre, pour que la souffrance des hommes cesse, pour Clara qui se donne pour l'univers, Jacques prend la décision d'accepter le contrôle de l'Unis. Au matin, Starker se réveille dans les bras de Clara, qui ouvre les yeux à son tour. « Starker, j'ai très soif, je suis très fatigué. Peux-tu me donner à boire ?» Starker l'embrasse tendrement et se lève pour chercher un verre d'eau qu'il lui rapporte. « Starker, j'ai soif. Donne-moi à boire, je me sens très lasse. » Alors Starker soulève la tête de Clara et lui fait boire l'eau. Il n'est pas encore très bien réveillé, et il ne s'est pas aperçu que Clara a le teint blanc et que sa peau est enflée. « Merci mon amour, écoute-moi, car je vais bientôt partir. » Starker entend ces mots et se redresse. « Qu'as-tu? Tu ne sembles pas très bien. Veux-tu que j'ouvre la fenêtre ou vas-tu partir? » Starker, je vais mourir. Je me sens partir. Déjà,
Mon corps se raidit. Non, ce n'est pas possible, tu n'es pas malade. La maladie n'est pas en toi encore. Oh non, qu'avons-nous fait? Starker veut appeler de l'aide, mais Clara l'appelle. Starker, mon chéri, ce que je t'ai fait faire, il le fallait. Tu ne peux abandonner Jacques. Cette graine d'étoile ne t'a pas convaincu encore, alors que ma sœur souffre déjà pour elle. Jusqu'à hier soir, tu pensais encore trop à toi, alors que cette quête prendra tout de nous, jusqu'à la vie. C'est pour cela que j'ai pris de toi ce germe de mort, pour que toi et Jacques le transformiez en germe de vie, en une graine de vie, une graine d'étoile. Écoute-moi. Lorsque je ne serai plus, alors il te faudra suivre Jacques, il te faudra lui obéir, lui être fidèle, l'aimer, le soutenir dans son effort, lui être dévoué entièrement, car il est ta chance de salut, il est ton destin. Meurs pour lui. Alors, nous serons sauvés, et ma mort ne sera pas vaine. Sa quête est notre avenir. Adieu, Starker. À peine a-t-elle prononcé ces derniers mots, que son corps se met à luire et irradie bientôt toute la pièce. Starker est aveuglé par cette lumière. Tout semble fondre autour de lui. Clara n'est plus qu'un halo éclatant. Puis, tout redevient calme. Le corps de Clara a entièrement disparu. Clara est morte. Starker, dans la douleur de son âme, pousse un hurlement intense qui réveille Jacques. Celui-ci se précipite dans l'appartement de Clara. Starker est effondré sur le lit et pleure. Pourquoi elle? J'aurais dû mourir à sa place, ce n'est pas juste. Elle n'a rien fait de mal. Jacques comprend aussitôt que Clara a disparu. Il lui dit « Elle est morte parce que tu es resté hésitant. Tu n'avais pas encore fait ton choix, alors elle l'a fait pour toi. Elle est morte aussi pour nous tous. Il n'y a plus de temps à perdre, car nos peuples ont besoin de nous. Tue tes instincts, car ils ont déjà tué. Sinon je te quitterai et quitterai l'Unis, pour ne plus jamais revenir, ni te revoir. Je trouverai quelqu'un d'autre pour chercher Aqualus. Ma décision est prise. Je prends la place du grand dictateur. » À ces mots, Starker relève la tête. Il a devant lui son futur chef. Jacques lui dit « Lève-toi et prépare-toi. Je vais avertir les amis de Clara. Je te rejoindrai après et nous partirons. » Starker se retrouve seul dans la chambre. Accablé, il rassemble ses vêtements et regarde le lit défait, encore chaud de leur corps. Mais Clara n'est plus. Elle a disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Par quel phénomène a-t-elle pu disparaître ainsi? Starker s'en émeut et pour la première fois ressent la puissance d'une chose étrange agissant au-dessus du monde. Si cette chose peut agir ainsi, alors tout est possible. Starker se remémore tous ces moments avec Clara. Il l'avait rencontrée pour la première fois lorsqu'il était étudiant à l'académie de pilotage spatial. Elle aussi voulait devenir pilote. Ils passaient de longues périodes ensemble et Starker lui contait ses rêves et ses passions. Il voulait devenir un grand pilote spatial et découvrir des mondes nouveaux, sillonner l'univers entier afin que les découvertes qu'il ferait apportent un monde encore meilleur. Il était plein de grandes idées. Il se disait qu'un jour le monde le remercierait pour ses œuvres. Il voulait aussi devenir un grand guerrier, combattre les peuples aux mauvaises intentions. Clara était plus modeste. Elle voulait devenir pilote pour voyager et pour pouvoir aider les peuples qui souffraient dans les autres mondes. Sa force mentale était grande. Elle avait le pouvoir de guérir beaucoup de maux. Elle avait un grand cœur. Elle était toujours prête à faire le bien partout où elle pouvait, se donnant à ceux qui avaient besoin d'elle. Starker ne connaissait de sa famille qu'Aqualus. Clara et lui étaient devenus amants. Starker devint pilote. Clara prit une autre voie. Alors Starker s'engagea dans l'armée, qui lui proposa une place de copilote de vaisseau. Clara préféra rester sur l'Unis pour apprendre aux autres l'art du pilotage. Starker partit alors de plus en plus loin, toujours de plus en plus longtemps. Ils se virent beaucoup plus rarement, mais à chaque fois leur amour était comme au premier jour de leur rencontre. C'est ainsi que Clara s'était donnée à lui cette nuit, sachant qu'elle en mourrait. Maintenant Starker comprend que si Clara est morte, c'est parce que sa disparition l'obligerait à suivre Jacques. La parole profonde semble traverser sa conscience, lui disant « Mon sacrifice sauvera Aqualus. » Est-ce lui qui parle ou Clara? De retour,
Jacques retrouve Starker, déchirant les photos de Clara. « J'ai rangé l'appartement de Clara, tout est en ordre, nous pouvons partir, nous n'avons plus rien à faire ici. » Jacques regarde dans sa chambre pour un dernier hommage. « Nous l'honorerons, Jacques. » Alors Jacques se retourne et serre Starker contre lui. Ils prennent leurs affaires et regagnent la licorne. À l'intérieur, Starker demande « Qu'as-tu dit pour Clara ?»« J'ai dit qu'elle partait avec nous. Comme nous étions pressés, elle était déjà dans le vaisseau et que je leur transmettais de sa part son salut. Elle demeurera avec nous, tout au long de notre voyage. » Je le sais. Dans le cœur de Jacques, la tristesse est grande. Il vient de perdre la sœur de son amour. Mais, aussitôt, son cœur s'emplit de joie, car il voit clairement le but qu'il doit atteindre, retrouver Aqualus. Il l'aime, il sent une force vibrer en lui. C'est la force de l'amour. Jacques sait maintenant. Ce nom, Clara, est synonyme de lumière. Elle était un phare sur leur chemin. Elle attendait leur venue. Sa mission accomplie. Alors, elle pouvait repartir. Jacques et Starker sont accueillis à l'arrivée par Anne-Davy. Starker est encore choqué de la perte de son ami, mais Jacques, lui, semble désormais plus fort qu'à son arrivée sur l'Unis. « Je ne vous demanderai pas ce que vous avez fait durant ces 2 jours, mais j'espère qu'ils vous ont été bénéfiques. Nous avons hâte de connaître votre décision, Jacques, et je ne vais pas perdre mon temps à des politesses. Je comprends votre impatience, Anne-Davy, mais avant de vous faire part de ma décision, vous devez savoir que je l'ai prise en pensant à Aqualus et à tous ceux qui souffrent dans l'univers. » Anne-Davy manifeste quelques signes de faiblesse en montrant son impatience. Mais Jacques n'aime pas faire souffrir. « Je serai votre prochain dictateur, si le peuple le souhaite. »« Il le souhaite. Alors, que la vie dévoile ce qu'elle attend de nous. » Anne-Davy regarde un peu surprise et questionne. « La vie ? » ?»« Oui, la vie. Peut-être la graine d'étoile. Sachez que vous avez envoyé vos soldats à sa recherche, et vous êtes venus me chercher aussi. Le général Aqualus et Starker m'ont enlevé des mains de Golok, dans le but de sa recherche. Oui, c'est vrai. Nous recherchons ce qu'elle signifie. J'espère que vous pourrez nous faire profiter de vos connaissances en la matière. Anne-Davy, si c'est le cas, oui, mais je ne sais rien. Bien, Jacques, nous devons nous mettre au travail. Une longue journée nous attend, car maintenant que vous avez accepté, il faut que je vous présente à mes conseillers. Puis nous ferons l'annonce au peuple Unis et irons à votre nouvelle résidence. Ensuite, il faudra aller au studio de Galactovision afin que vous parliez au peuple des mondes Lunis et que tous puissent voir et entendre celui qu'ils ont élu. Starker, vous resterez avec Jacques pour vous assurer qu'il ne manque de rien. Vous serez son aide de camp. Vous vous occuperez de l'intendance. Êtes-vous d'accord? Tant que Jacques le voudra, je resterai auprès de lui. Starker et moi sommes inséparables. Bien, nous allons rejoindre mes conseillers. Nous vous exposerons nos plans d'attaque contre les Goloks. Nous ne restons pas inactifs et préparons une riposte importante. Les Goloks regretteront leur action. Anne-Davy prévient par transmission mentale le chef du conseil de son arrivée avec Jacques qui constate, en voyant Anne-Davy se concentrer, que tous n'ont pas perdu leur potentiel mental. Ils quittent le bureau. Dans la salle, 12 personnes les attendent, 6 hommes, 6 femmes. Ils se tiennent autour d'une table formant un anneau, au centre de laquelle se trouve un tube comme celui que Jacques a vu dans le cinéma. Les conseillers se dirigent vers Jacques pour se présenter. Tous sont des couples mariés. Maris et femmes gèrent ensemble la même fonction et tous ont une tâche particulière. Anne-Davy est la tête qui règne sur les 12. Elle précise à Jacques que leur fluide mental circule de l'un à l'autre dans une parfaite harmonie, bien que chacun dirige un secteur différent de l'activité de Unis. Une action de l'un a des conséquences directes sur les fonctions des autres. Anne-Davy coordonne, seul leur manque le grand dictateur, qui lui commande l'ensemble. Mais maintenant le problème est réglé car Jacques va assumer cette fonction. L'accueil est très chaleureux, et Jacques est déjà pour eux plus qu'un frère. Tous regagnent leur place autour de l'anneau. Anne-Davy prend la parole. Mes chers conseillers, voici donc Jacques qui prend la place du siège du grand dictateur. À partir de cet instant, nous lui devons obéissance afin que l'Unis trouve son harmonie et la paix. Comme Jacques est nouvellement installé, il ne connaît pas encore très bien notre fonctionnement, ni même nos plans pour lutter contre l'agresseur. Aussi, nous l'aiderons par nos conseils.
Mais le moment est venu pour nous de lui présenter notre situation. Ensuite nos projets. Je laisse la parole à nos conseillers de l'information. Mon grand dictateur, dit une femme, mais Jacques l'interrompt aussitôt. Mon cher conseiller, je vous remercie de me nommer par mon grade, mais à partir de cet instant, vous m'appellerez Jacques. Ceci est mon nom. C'est aussi la première décision qui est prise pour vous tous. Les conseillers sont étonnés car depuis la nuit des temps, jamais un dictateur n'avait été nommé par son nom. Ils s'étaient tous succédé de génération en génération, laissant des directives et des œuvres importantes qui avaient influencé la vie de l'UNIS au cours des siècles, mais jamais aucun ne s'était démarqué par son identité. Alors la question se pose de savoir si Jacques affirme son identité et refuse d'être honoré comme un dictateur. Serait-ce la fin des dictateurs? Serait-il le premier d'une nouvelle génération d'hommes, de commandeurs? La confusion s'installe dans l'assemblée, mais Andevi demande à tous le silence. Je vous demande de vous calmer, je vous rappelle que nous devons obéissance absolue à Jacques. Cette décision qu'il vient de prendre est son premier acte. Alors, le conseiller reprend tout ému. Mon grand Jacques, il fait un large sourire à la charmante conseillère. Andevi aussi. La situation de l'UNIS est préoccupante car 70% de la population a perdu ses pouvoirs mentaux et les 30 autres ont bien des difficultés à contrôler les leurs. La médecine est totalement incapable de les guérir. Aussi, revenons-nous à des méthodes oubliées depuis très longtemps pour faire face à nos besoins. Les usines mécaniques fonctionnent et nous remplaçons nos anciens pouvoirs par des objets plus archaïques, mais dans l'ensemble, cela donne de très bons résultats. En même temps que le conseiller parle, apparaissent autour du cylindre central des images en 3 dimensions, que tous peuvent observer, un peu à la façon de l'holographie. La production des vaisseaux continue régulièrement, à quelques modifications près, mais malheureusement, du fait de la destruction de notre nouvelle usine de vaisseaux à déplacement instantané, nous ne pouvons pas lutter à armes égales avec les Goloks. La proportion est actuellement de 1 contre 3, mais heureusement, si je puis dire, la flotte Golok est dispersée dans toute la galaxie à votre recherche, et seul 1/5 de leur flotte circule dans tout le domaine des 7 planètes. Alors, nous les pourchassons quand nous pouvons, et nous détruisons leurs vaisseaux. Mais à ce sujet, le conseiller des transports vous en dira plus. Quant à notre champ de force mentale protecteur, il est depuis peu quasiment inopérant, car il reste peu de l'UNIS pour le maintenir. C'est en partie à cause de cela que le grand dictateur et son fils ont été tués. De plus, les Goloks disposent de canons hétéronucléaires qui tirent à très longue distance avec une précision redoutable, estimée de l'ordre de 20 mètres pour une distance de tir de 1 million de kilomètres. Que se passe-t-il sur les autres planètes? Demande Jacques. Toutes nos planètes subissent des attaques, mais la population est moins nombreuse. Alors elles font moins de victimes. La population a peur bien que plus de 1000 de nos vaisseaux circulent autour de nos planètes. Les attaques ont déjà fait 500 000 victimes. Merci pour ce résumé, Madame Sheld, dit Andevi. Maintenant, écoutons ce que nous propose notre conseiller des transports. Jacques, notre but est de détruire la planète sur laquelle se trouve Belgius, afin de décourager tous les Goloks. En effet, si la tête tombe, une fois désemparés, ils seront des proies plus faciles. Notre tactique est la suivante. Nous possédons un exemplaire unique de vaisseau à déplacement instantané. Celui-ci partira chargé d'explosifs éthériques et avant d'être intercepté, il explosera sur la planète ennemie. Tous nos vaisseaux le suivront pour pouvoir surprendre les Goloks qui chercheront leur planète et nous les détruirons à tout jamais. Jacques n'aime pas du tout ce plan stupide. Il se dit que les Lunis sont charmants mais complètement inconscients du danger d'une telle provocation. Comment peuvent-ils imaginer que les Goloks sont bêtes au point de tomber dans ce piège? En même temps, il se dit que les Lunis lui ont tendu un piège, car en le mettant à la direction de leur monde, ils espèrent bien qu'ils puissent les aider dans leur intérêt, mais peut-être sans s'en rendre compte. Vont-ils agir dans le même but que les Goloks, qui est de le mettre à leur service? Jacques pense qu'il doit empêcher l'un et l'autre d'agir ainsi. Il faut trouver une solution, mais il est trop tôt pour leur faire part de son désaccord, car sur le plan de leur intérêt personnel, les membres du conseil pourraient se rebiffer et le renvoyer d'où il vient. Jacques détourne le sujet en parlant de la Terre. Ceci est très intéressant, mais dites-moi, savez-vous si les Goloks ont retrouvé la Terre? D'après les informations que nous avons, ils ont eux-mêmes des difficultés énormes,
car ils ont un taux de mortalité important, et cela les ralentit dans leurs recherches. La Terre reste introuvable. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Puis, se retournant vers Andévy, il dit « Peut-être est-il temps de clore le conseil, car nous avons un vaste programme aujourd'hui. » Andévy fait un hochement de la tête. « Jacques a raison. Levons la séance. Nous reparlerons des détails techniques demain. Maintenant, allons annoncer au peuple la décision de Jacques. » Une fois encore, les conseillers, très satisfaits, viennent serrer la main de Jacques et avec moindre réserve le saluent, avec des grands coups de « Jacques, Jacques !» Andévy s'éclipse pour préparer son message au Lunis, tandis que Jacques et Starker sont invités maintenant à une collation. Il est bientôt midi, lorsque Andévy envoie 2 gardes chercher Jacques et Starker pour la rejoindre dans le studio de Galactovision. Jacques et son compagnon les suivent. Andévy est dans un petit bureau à côté du studio et relit son texte. Surprise par leur arrivée discrète, elle sursaute et dit « Je mettais la touche finale à mes quelques mots. Voulez-vous les lire, Jacques ?» Il accepte. « C'est très bien, Andévy. À votre place, j'aurais fait la même chose. »« Merci, Jacques. La diffusion est prévue dans un quart d'heure. » Jacques et Starker restent dans le bureau où une grande baie vitrée donne directement sur le plateau de diffusion. Maintenant, Andévy est debout, derrière un pupitre. Elle parle. « Mes chers Lunis, à vous tous je m'adresse pour vous faire part d'un grand événement. Au moment où notre peuple souffre et se trouve progressivement dépourvu de ses anciens attributs qui ont fait notre gloire jusqu'à présent, au moment où l'ennemi frappe à la porte et espère notre perte, aujourd'hui, l'homme que vous avez appelé et tant espéré est arrivé. Il nous a vus, il a fait le tour du monde, il nous a regardés vivre et souffrir. Il connaît notre désespoir et que nous sommes arrivés au bout de notre destin. Devant nous se dresse un mur infranchissable, car un ordre nous a été donné par un inconnu il y a plusieurs mois, provoquant ce cataclysme dans nos consciences. Cet ordre est « Trouvez la graine d'étoile ». Je sais que ces mots pour l'ensemble d'entre nous ne représentent rien. Moi-même, j'avoue mon échec, et je demande pardon. Mais pour répondre à la recherche demandée, il nous a été précisé que la Terre était la clé. Alors nous avons tous cherché la Terre. Les Goloks y sont arrivés avant nous, prenant l'homme de la Terre, l'emmenant avec eux, pour eux. Mais grâce au général Aqualus, l'homme fut ôté de leurs mains. Nous l'avons une première fois reçu si froidement qu'il est reparti avec quelques-uns d'entre nous continuer la recherche que nous avions commencée. Et il a perdu celle qu'il aime. Il souffre beaucoup de cette séparation, et nous l'aiderons à la retrouver. Je sais que beaucoup d'entre vous souffrent de la disparition de l'ancien dictateur et de son fils, qui ne laisse aucun successeur aujourd'hui. Mais l'espoir est là. Vous avez entendu parler de Jacques Briand le Terrien, poursuivi par les Goloks. Par sa présence, il leur inflige un terrible affront, et devient pour nous le symbole de la résistance. Bien que je ne le connaisse pas vraiment, pour le peu que je l'ai rencontré, je puis vous dire qu'il est de la race des hommes dont la détermination est inébranlable, sa force est grande. Il peut vaincre l'ennemi. Aussi, je lui accorde ma confiance totale. Peuple Lunis, Jacques Briand sera et est le successeur du grand dictateur. À cette annonce, les Lunis, regardant et écoutant le message de tous les coins de la planète, du fin fond de l'espace et des autres planètes, laissent éclater leur joie. Andévy continue. À partir de cet instant, il nous a été demandé de nommer Monsieur Briand. Jacques, le titre de grand dictateur, a disparu. Ce soir, Jacques s'adressera à vous tous. Il vous présentera le plan mis au point pour lutter contre l'ennemi. Permettez-moi, frères et sœurs Lunis, de présenter à Jacques Briand, et au nom de vous tous, nos vœux de réussite pour sa tâche à venir. Avant la fin de la transmission, Jacques sort de la cabine et rejoint Andévy pour lui serrer la main et la féliciter de son allocution. La simplicité de Jacques et son geste émeuvent les Lunis. Il se dirige maintenant vers la sortie du studio, où il retrouve le conseiller des transports. « Nous allons rejoindre votre résidence, Jacques, dit Andévy. Là-bas, de nombreuses personnalités vous attendent pour vous saluer et vous remettre des cadeaux de bienvenue. Mais avant tout, j'ai fait venir le conseiller des transports, ici,
pour qu'il vous remette le texte du plan de contre-attaque afin que vous l'étudiez. Le conseiller lui tend une plaque en sortant une deuxième de sa poche. Voilà, Jacques, ce texte-ci est le plan intégral de l'attaque. L'autre est le texte que vous lirez ce soir. Il est évident que ce soir vous ne donnerez aucun détail important sur le plan, car il est certain que les Goloks écoutent nos conversations. Jacques les accepte en le remerciant et dit qu'il en prendra connaissance au plus tôt. Jacques se dit qu'il est piégé. Aura-t-il le temps de préparer un autre texte avant ce soir? Que doit-il dire ou faire pour aider ce peuple? Il a l'impression de devenir le pantin des conseillers. Mais une idée lui vient tandis qu'Andeville l'invite à se rendre au palais où les invités l'attendent. Il lui faut près de 10 minutes pour arriver en vue d'une immense propriété que nos amis aperçoivent. J'ai voulu que vous profitiez de ces quelques minutes de vol afin d'admirer la ville, Jacques. Regardez devant vous. Jacques peut maintenant voir l'immense parc boisé et admirablement fleuri qui entoure un bassin dont l'eau est aussi bleue que celle d'une piscine. Au centre de ce parc, un bâtiment circulaire et conique domine, mais il ne repose sur rien, sur aucune fondation. Jacques constate qu'il manque quelque chose. En dévie, je ne vois aucun vaisseau, ni navette, ni voiture. Comment accède-t-on à ce bâtiment fantastique? Est-ce que vous aimez l'eau, Jacques? Oui, ma foi. Alors, allons-y. Et d'un seul coup, le petit vaisseau descend vers le lac. Une fois posé sur l'eau, s'y enfonce. La licorne est submersible. Jamais Jacques n'y aurait pensé. Nous voici arrivés dans votre résidence, Jacques. Est-ce la résidence de l'ancien dictateur? Non, celle-ci appartient à la direction militaire. Elle est très confortable. Je pense que vous vous y plairez. Quelles sont les personnes qui y sont invitées? Il y a quelques notables de la ville, des représentants des différentes régions de l'UNIS et les gouverneurs de toutes les planètes. Comment? Les 7 planètes sont représentées ici aujourd'hui? Vous les avez invités alors que je viens de prendre ma décision ce matin? Comment est-ce possible? Depuis avant-hier, Jacques. J'ai envoyé un messager dans l'unique vaisseau à vol instantané sur toutes les planètes. Il a parcouru, pour certains, jusqu'à 50 000 années-lumière pour les amener tous ici pour vous. Je dois vous avouer que je me suis avancé, mais je savais que vous vous décideriez très vite. Tarker, qui ne s'était pas manifesté depuis ce matin, demande « Le vaisseau à vol instantané est vraiment opérationnel ?» Oui, Starker. Comme nous le disions, c'est notre unique modèle, et peut-être le seul avant longtemps, car nous ne savons plus les fabriquer. Suivez-moi maintenant.